Nous sommes en 1347. Les cloches sonnent. La vie suit son cours dans les rues de Marseille. Les marchands installent leurs étals. Les enfants courent sur les pavés. Et rien ne laisse penser que l'histoire est sur le point de basculer. Près du port, un navire génois approche. Il avance lentement, comme s'il portait un secret trop lourd. Le navire transporte quelque chose qu'aucun homme n'aurait jamais voulu voir. La mort elle-même. À son bord, quelques marins agonisent et d'autres gisent déjà sans vie. Personne ne le sait encore, mais ce moment marque le début d'une catastrophe qui va redessiner l'Europe. En quelques années, la peste noire va tuer jusqu'à la moitié de la population du continent. Mais alors, comment un simple rongeur a-t-il pu plonger un continent entier dans la terreur? C'est ce que nous allons découvrir ici. Alors installe-toi et bonne vidéo. Au début des années 1330, quelque part dans les steppes d'Asie centrale, un ennemi minuscule se met en route. Une bactérie, Yersinia pestis, circule dans les populations de rongeurs sauvages. Rien d'exceptionnel en apparence. Pourtant, un enchaînement d'accidents écologiques et climatiques suffit à déranger cet équilibre fragile. Les puces quittent leurs hôtes naturels et s'accrochent à d'autres animaux. La maladie progresse alors sans se presser. Elle suit les chemins que les hommes ont déjà tissés depuis des siècles. La route de la soie devient une autoroute invisible pour la mort. Marchands, caravanes, soldats et diplomates transportent tissus, épices, histoire et, sans le savoir, une arme biologique qui ne fait pas de bruit. À chaque halte, la peste gagne quelques hôtes de plus. Au milieu des années 1340, la voilà en Crimée, où les comptoirs génois servent de pont entre l'Orient et les grands ports européens. Les chroniques rapportent qu'en 1346, lors du siège de Kaffa, les assaillants mongols catapultent des cadavres infectés par-dessus les murailles. Qu'elle soit exacte ou amplifiée, l'histoire illustre bien une chose. La panique s'installe, et tout le monde comprend que quelque chose d'inédit circule. En 1347, plusieurs navires génois quittent la région. Ils dérivent vers Marseille. À bord, des marins agonisants, des rats affolés et des puces porteuses de ce que les contemporains appellent déjà une malédiction invisible. Quand les coques touchent les quais, le destin bascule. En quelques jours, la peste s'installe. En quelques mois, elle ravage l'Europe. La progression est si rapide que les contemporains parlent d'un fléau tombé du ciel. Une ville peut sembler intacte le lundi et compter des centaines de morts le vendredi. Le cycle est brutal. Une personne tombe malade, tousse, se plaint d'une douleur sourde, puis un bubon noirci se forme sous l'aisselle ou dans l'aine. La fièvre monte, la pensée se brouille, le délire s'installe. En moins de 3 jours, c'est la mort. Dans les rues, le choc est terrible. Les marchés ferment, les artisans disparaissent. Beaucoup fuient, espérant que la maladie ne les suivra pas. D'autres restent enfermés, barricadés chez eux. Les chroniqueurs rapportent que certaines villes se vident à un point que même les animaux errants finissent par manquer de nourriture. Les cadavres deviennent un problème quotidien. Les familles n'osent plus s'en approcher. Les autorités improvisent des fosses communes, souvent creusées à la hâte. Dans certains lieux, on brûle les corps, non par cruauté, mais parce que personne ne sait comment stopper la contagion. Le silence s'installe. Les cloches, qui rythmaient les jours, sonnent désormais pour annoncer la mort encore et encore, jusqu'à devenir un bruit de fond. La société, elle aussi, se fissure. Des prêtres fuient, incapables de donner les derniers sacrements. D'autres meurent en essayant d'accomplir leur devoir. Les juges, les notaires, les médecins disparaissent à leur tour. Les institutions cessent de fonctionner. Dans plusieurs villages, plus personne n'est là pour faire respecter la loi ou simplement enregistrer les décès. Des orphelins errent dans les rues. Des maisons entières restent abandonnées. Pour certains, la peste est une punition divine. Pour d'autres, une malédiction inexplicable. L'écrivain italien Boccace décrit des familles qui abandonnent leurs proches, non par cruauté, mais par terreur.
Il raconte les rues remplies de charrettes de mort, conduites par des hommes qui n'osent même plus regarder les visages. Le chroniqueur Jean de Venette, en France, note au contraire des élans de solidarité. Des voisins qui s'occupent les uns des autres jusqu'à tomber malades à leur tour. Les médecins de l'époque tentent d'agir, mais leurs armes sont faibles. On a tous en tête cette silhouette terrifiante, le masque à bec et la longue robe noire. Pourtant, c'est un anachronisme total. Ce costume n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle pour lutter contre une autre pandémie de peste. Au XIVe siècle, on mise sur le vinaigre et les herbes aromatiques pour repousser l'air impur. Les médecins pratiquent les onguents, les saignées, les potions, mais rien n'y fait. La maladie ne recule pas. Face à la peur, les réactions se multiplient. Certains choisissent la fuite, d'autres se tournent vers la religion. Les flagellants traversent les régions en se frappant le dos pour apaiser ce qu'ils croient être une colère divine. Leur présence inquiète parfois les autorités, car ils attirent les foules et propagent, malgré eux, la contagion. Faute de comprendre, l'Europe cherche des explications. Certains parlent d'alignement funeste des astres. D'autres évoquent un air toxique venu de l'Est ou un poison dispersé dans l'atmosphère. On prie, on implore, on tente de donner un sens à l'inexplicable. Mais la peste ignore les croyances. Elle continue d'avancer, laissant derrière elle un continent meurtri. Les chiffres de la peste noire donnent presque le vertige. Les historiens modernes situent le nombre total de morts entre un tiers et la moitié de la population européenne après le passage de la peste. Cela représente 25 à 50 millions de personnes, ce qui en fait l'une des pires catastrophes démographiques de l'histoire connue. Les chroniques médiévales parlent de villes vidées. Florence est peut-être l'exemple le plus glaçant. Avant 1348, la ville compte environ 110 000 à 120 000 habitants. 3 ans plus tard, il n'en resterait qu'environ 50 000. Certaines sources fiscales évoquent une mortalité pouvant atteindre 80% en seulement 4 mois. À Venise, les estimations parlent d'environ 100 000 morts, tandis que Marseille, porte d'entrée de la peste en France, aurait aussi perdu jusqu'à 80% de ses habitants. Même Paris, pourtant immense, aurait vu 50 000 morts, soit près de la moitié de sa population de l'époque. Mais une question dérange, une question que les historiens posent de parfois à demi-mot. Et si cette horreur avait été nécessaire pour faire naître l'Europe moderne? Pas au sens moral, évidemment, mais au sens historique. La peste noire agit comme un séisme. Elle brise un ordre qui semblait immuable depuis des siècles. Elle libère des forces qui, autrement, seraient restées sous un couvercle féodal trop lourd. Après 1350, l'Europe est obligée de se réinventer. Les villes se renforcent, attirent les survivants, deviennent des lieux de métier, de commerce et bientôt de savoir. Les médecins, humiliés par leur incapacité à comprendre la maladie, commencent à remettre en cause la médecine antique. On dissèque plus, on observe plus. Les universités évoluent et s'ouvrent à de nouvelles approches. On veut comprendre le monde et non seulement le craindre. Cette volonté de savoir prépare le terrain pour l'humanisme. En Italie, des familles qui ont survécu investissent dans les arts, les lettres, les sciences. La mémoire du fléau nourrit une obsession de la vie, du corps, de l'individu. Le choc démographique bouleverse l'économie et oblige les puissants à renégocier leurs liens avec ceux qui travaillent pour eux. L'autorité n'est plus aussi verticale. La mobilité sociale augmente. La peste noire détruit. Puis, paradoxalement, elle fait avancer la société. Et sans ce choc, le continent n'aurait sans doute jamais pris la direction qui mènera 2 siècles plus tard à la Renaissance et au monde que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. La peste noire n'est jamais qu'un chapitre parmi d'autres, mais elle nous rappelle à quel point l'humanité tient parfois à un fil. Si tu as appris quelque chose, ou si tu vois désormais le Moyen-Âge d'un œil un peu différent, alors n'hésite pas à laisser un like ou à t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais, pour savoir où l'on va, il faut toujours comprendre d'où l'on vient.